On dit que l'aviation est née du désir d'imiter le vol des oiseaux. C'est sans doute vrai, mais vous savez comment sont les humains, imiter ne suffit pas, il faut créer. Les aviateurs ont donc imaginé la voltige aérienne avec la première boucle d'Adolphe Pégoud en 1913, puis lors des combats aériens de la Première Guerre mondiale. Ensuite, à partir des années 20, ayant pris goût à la liberté en 3 dimensions, ils ont inventé un art nouveau, d'abord appelé acrobatie, puis enfin voltige aérienne. Et alors les humains ont dépassé les oiseaux dans l'art de voler. C'est normal, les oiseaux volent principalement pour manger, quand les voltigeurs volent pour le seul bonheur d'écrire dans le ciel des mélodies faites de trajectoires. Les outils du voltigeur sont les éléments fondamentaux de cet étrange objet appelé avion. Son aérodynamique, ses gouvernes, son moteur, son hélice. On commande à tout cela à travers un manche dans la main droite, un palonnier sous les pieds et une manette des gaz dans la main gauche. À travers ça, on devient un magicien du ciel ou une magicienne. Dans les années 30, la voltige est devenue un sport de compétition qui aurait pu être olympique s'il y avait eu des Jeux en 1940 au lieu d'une guerre. Aujourd'hui, les pilotes athlètes français sont, depuis la fin des années 80, les meilleurs du monde. Et aujourd'hui, le champion du monde s'appelle Alexandre Orlovsky et la championne du monde 2 fois titrée est Aude Le Mordant. Avec les avions modernes, surmotorisés et d'une incroyable solidité grâce aux matériaux nouveaux, on repousse sans cesse les limites de la physiologie. Mais la courbe devient asymptotique. Comme François Rallet, Alexandre Orlovsky est au départ pilote de chasse dans l'armée de l'air. Mais voilà, il a été intégré à l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air, l'équivalent aéronautique du mythique Cadre Noir. Il y a un mélange de tout, il y a du visuel, parce que ça c'est clair que pour quand même l'oreille interne, elle travaille aussi beaucoup. Et après on va rechercher exactement du timing, des sensations. Moi je sais que je vole beaucoup aux sensations, c'est un avion, le manche, on ressent, enfin les palonniers, on ressent beaucoup de choses. Il n'y a qu'à voir sur le championnat de France, entre hier et avant-hier, l'air était complètement différent et ça se ressent dans l'avion. Et donc après, avec l'habitude, c'est un peu comme un cheval, on sent ce qu'il va pouvoir donner dans la journée. Et du coup, on s'habitue et on sait que aujourd'hui, l'air est comme ça, donc l'avion va tourner peut-être un peu moins vite ou tiens, aujourd'hui, ça mord, ça va y aller. Donc pareil, je pense qu'il y a des sens, on parle de mémoire musculaire beaucoup, il y a des timings, il y a des choses qui se mettent en place et qui font qu'à la fin, on pourra peut-être tourner les yeux fermés, je pense, ça marcherait quasiment. Mais voilà, c'est un mélange. Il faudrait, je sais pas, nous mettre un petit casque pour voir ce qui se passe là-dedans, mais sûrement beaucoup de choses, quoi. C'est tout le paradoxe, je pense, de cette activité où déjà on se prépare toute l'année pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'échéances, c'est un championnat de France et puis après une compétition internationale. Et puis un vol, c'est pas long, c'est 4 minutes. Enfin, un programme du battement des ailes jusqu'au dernier battement, c'est à peu près 4 minutes. Et du coup, par contre, vous voyez, on est sur un terrain et on passe notre temps à attendre. Et ça, par contre, c'est hyper... Il faut savoir bien gérer l'attente. Je pense que c'est le secret du bon voltigeur. C'est celui qui arrive à être le plus stable nerveusement, parce que sinon, il y a moyen de cramer toute son énergie avant même de monter dans l'avion. Et là, on est déjà liquide. des grosses amplitudes.
d'habitude. On rajoute du négatif, par contre, ça c'est quand même une grosse part en plus qui généralement fait un peu peur aux camarades qui eux sont restés sur chasseur, parce que c'est vrai que bon, du négatif on n'en prend pas sur un avion normal parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à en prendre, à part se faire mal. Et du coup quand ils nous voient avec des facteurs de charge à -7, -8, ils nous regardent avec des yeux un peu d'extraterrestres, mais après c'est comme tout, on y va progressif parce que sinon là c'est vraiment un coup à se faire bien mal. Et puis le corps humain est assez bien fait pour ça, il s'adapte. Après il faut quand même se ménager aussi, il faut se préparer physiquement et puis aussi pas négliger le repos. Je pense que moi j'ai pas forcément le meilleur gabarit pour aller encaisser du facteur de charge, parce que ça reste physiologique, hein. On sait qu'un petit trapu va mieux supporter. Les femmes tiennent beaucoup mieux aussi que les hommes, ça c'est bien prouvé. Donc moi je suis obligé de compenser, c'est pour ça qu'à côté je fais énormément de sport, parce que sinon on peut aller vite chercher des voiles noires ou des choses comme ça. Donc moi je suis obligé quand même de compenser beaucoup derrière sur le travail physique pour pouvoir on va dire rester dans la même catégorie que ceux qui ont été on va dire gâtés pour la nature pour voler dans ce genre d'engin. Pas mal de choses dans la tête, quoi. Alors, des fois, on a des pensées qui traversent. Des fois, c'est la liste des courses, hein, en même temps. Et là, on se dit, mais pourquoi je pense à ça à ce moment-là? Donc, on essaie de vite chasser ça. Mais je pense que s'ils nous mettaient, je disais, je reviens au petit casque, je pense que les chercheurs seraient assez surpris de voir ce qui se passe dans la tête d'un voltigeur pendant les vols. La chasse, on va dire, on vit en groupe, c'est un peu une meute, hein. Là, quand on se retrouve dans la voltige, c'est dans un avion, on prend un miroir et on se regarde en face, quoi. Et on va chercher un peu des choses, donc ça travaille. Il y a des grosses remises en question, ça fait remonter des choses des fois, mais je pense que c'est une étape nécessaire, parce qu'il faut aller, quand on veut aller rechercher toujours s'améliorer, on est obligé d'aller chercher au fond de soi. Et en fait, ce qu'on dit en voltige, l'ennemi, ou l'adversaire, c'est pas l'autre, parce qu'on n'est pas dans un combat de boxe, on n'est pas en train de se battre en direct, mais pire ennemi, c'est soi-même, quoi. Dans une époque où on a tendance un petit peu à vouloir aseptiser un petit peu le pilotage, hein. Enfin, ça fait beaucoup débat, où maintenant on commence à se rendre compte qu'il faut revenir aux basiques. Et les basiques, ils sont là, hein. C'est du pilotage, l'équipe de voltige, c'est ce qu'on fait. Je sais que c'est toi qui disais que tu t'appelais ça le conservatoire du pilotage. Et heureux qu'il soit au sein de l'armée de l'air, quoi. Sans le savoir, vous avez peut-être volé dans un 777 d'Air France piloté par une double championne du monde, Aude Lemordant. Aude vient des Alpes et elle est typique de cette génération de filles qui, de plus en plus nombreuses, pilotent les avions de ligne d'aujourd'hui. Et c'est un métier difficile. Mais Aude a une double vie aéronautique. Et elle a pris la suite de quelques Françaises championnes du monde, comme Catherine Monoury, autrefois hôtesse de l'air et aujourd'hui directrice du musée de l'air du Bourget, et Christine Génin, médecin. N'allez pas croire que les filles volent en voltige un cran en dessous des garçons. Dans la hiérarchie des athlètes pilotes mondiaux, hommes et femmes confondus, Aude se classe dans la demi-douzaine supérieure de la première division qu'on peut quantifier à une 60aine de pilotes à travers le monde. C'est l'aboutissement, je dirais, d'un chemin qui a été très intéressant, avec plein de rencontres et surtout beaucoup de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. C'est vraiment le travail d'équipe et j'espère
un exemple pour d'autres. Je dirais que pour moi, j'ai gagné les championnats dans des contextes très très différents, aux États-Unis et en France. C'était 2 belles aventures, parce qu'à la fois aux États-Unis, les conditions météo, l'envoi des avions, c'était quelque chose, c'était une belle aventure d'équipe aussi, parce qu'on est parti longtemps. Et après, en France, à domicile, avec plein de gens, tous ces passionnés d'aviation et de voltige, avec cette culture qu'on a de l'aéronautique en France, c'était vraiment très émouvant pour moi. Alors on dit que c'est un sport, on dit que le pilotage est un art et aussi une science. On dit que c'est très technique par analogie avec l'automobile, par exemple, parce qu'il y a un moteur. Mais en fait, c'est aussi une aventure personnelle, non ? La voltige et la compétition, je dirais que là, on est vraiment dans un domaine sportif. Hein, et le sport à haut niveau, ce qui est intéressant dans le sport, c'est qu'au début, on apprend une technique. Et plus on arrive à haut niveau, et plus le mental a une place prépondérante. Donc c'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à gérer le stress, à gérer ses émotions, à anticiper le contexte. Le plus dur à gérer, finalement, c'est ses émotions. C'est pas la technique. Voler, on apprend, on progresse. Mais après, c'est d'arriver à tout mettre pour être là le jour J. Ces avions-là, est-ce que quelque part ils sont inquiétants parce qu'ils sont aussi révélateurs de qui est dedans et de l'état dans lequel on est ? On a tous un style de pilotage très très différent. Après, féminin, mais je dirais, mais même chez les hommes, chacun a son style. C'est des avions où effectivement tout va très vite. Et il faut avoir anticipé ce qu'on va faire en l'air. C'est pas en l'air qu'on peut se dire tiens, si je faisais ça, j'essayais ça. C'est un petit peu trop tard. D'où toute cette préparation qu'on fait au sol en amont et qui est mentale en fin de compte. Je pense que vraiment la différence, elle se fait dans la tête et on peut arriver dans une condition physique qui n'est pas forcément idéale. J'en ai fait l'expérience et malgré tout faire de bons résultats. Piloter, ça finit pas par être... Ça prend pas trop de place dans une vie ? Ça prend toute la vie. Et ça rend heureux ? Ah oui. C'est extraordinaire. C'est pas que les avions, c'est vraiment aussi les rencontres qu'on fait autour de l'aviation qui, pour moi, sont vraiment la chose la plus importante. Donc c'est un univers qui est très accueillant, qui est très chaleureux et c'est ça qui fait que l'expérience est belle. C'est vrai aussi dans les avions de ligne ? Partout. Les avions de ligne, c'est encore autre chose parce que là, on est vraiment dans un travail en équipage, dans de la précision, dans de la rigueur. Mais je dirais que le câblage, en fait, est le même. Et puis tous les gens qui gravitent autour d'un avion ont cette culture et partagent les mêmes valeurs. Je serai toujours auprès d'un avion, ça c'est sûr. En 2015, au cœur de l'été, se sont tenus à Châteauroux les 28e championnats du monde de voltige mis sur pied par la Fédération française aéronautique. Le mondial voltige a lieu tous les 2 ans et rassemble toute la première division du pilotage planétaire, une 60aine de compétiteurs venus d'une 20aine de pays, dont toutes les grandes nations européennes, les États-Unis et la Russie. Et les vainqueurs furent... Aude-le-Mordant, France! Alexandre Orlovski, France. À Châteauroux, qui fut aussi le premier mondial de voltige véritablement grand public, toute l'équipe de France fut à l'honneur puisque le titre par équipe fut également tricolore. Une domination incroyable que nous allons expliquer. Ici, nous sommes à Dijon, sur le petit terrain de Darrois pour le National 2016, le championnat de France. À Darrois vont se mesurer des pilotes venus des 4 coins du pays.
Leurs avions appartiennent à des aéroclubs, à des particuliers ou groupes de particuliers, ou même à ce qu'on peut appeler une écurie. L'aéroclub de la Côte d'Or est délégataire de l'organisation du National 2016 sous l'autorité de la FFA, qui regroupe quasiment l'ensemble des aéroclubs français. Pendant une semaine, Darrois voit passer le public, les enfants des écoles, les curieux qui viennent même, pour certains, expérimenter la magie du vol. Car à Darrois, on peut voler à bord de cette machine étrange, originaire d'Ukraine, le fabuleux Antonov AN-2. Depuis 1947, ce petit camion volant, construit jusqu'ici à 12 000 exemplaires, assure le transport de tout ce qui peut entrer dans sa cabine, de l'Europe de l'Est à la Sibérie, des glaces arctiques jusqu'au désert chinois. Celui-ci, importé en France par une équipe animée par un chirurgien passionné d'aviation, sert pour des baptêmes de l'air à l'ancienne, au goût d'aventure à la Indiana Jones. Le chirurgien Phil Clark, à gauche, a amené la N2 jusqu'au fin fond de l'Afrique pour des vols humanitaires et milite pour une aviation utile centrée sur l'homme et ses besoins vitaux. Avec l'Antonov, on est loin de la voltige. Mais comme le disait Aude, le câblage des aviateurs est le même et la magie du vol universelle. C'est juste encore mieux de la partager. Dans les hangars de Darrois, jour après jour, les pilotes se préparent aux épreuves qui se succèdent. La voltige de compétition est gérée un peu comme le patinage artistique. Chaque figure est codée, affectée d'une valeur en points et répertoriée dans une Bible écrite autrefois par un pilote espagnol, comte de surcroît, le comte Aresti. Les figures sont assemblées dans un programme qui peut être imposé par le jury ou élaboré par les pilotes eux-mêmes. Avant d'aller voler, chacun répète le programme du jour et cette répétition peut prendre la forme d'une danse aux apparences quasi incantatoires. Mais en réalité, tout cet ésotérisme se ramène à de la technique et à une immersion physique dans un étrange univers, en 3 et même 4 dimensions si on y intègre la durée. Vertical, j'arrive en haut, je réduis la cloche. Je pousse, bascule, je repousse, je viens chercher la verticale, rotation 1,5. Je tire horizontal, je reprends de la vitesse. Je tire vers la verticale. Attention, quart de tonneau, déclenché. De l'autre côté, 3/4. Je tire doucement. Je cadence. Top. Attention, mise d'eau, sortie d'eau. Retour à plat. Et ainsi de suite. C'est un sport, un vrai sport, et l'avion n'en est que l'outil incontournable. Mais ce qui fait la différence, c'est l'humain, niché dans le fuselage. Il y a les champions installés au sommet de la pyramide et ceux qui arrivent juste derrière eux pour prendre la place, comme Thomas Libaud. Lui aussi pilote de ligne à Air France sur Airbus. Thomas, la route pour accéder au plus haut podium, les podiums internationaux, championnats du monde, tout ça,
La route est longue. La route est longue, il y a tout un apprentissage qui se fait sur des avions écoles dans un premier temps. Et une fois qu'on a gravi les 3 échelons sur les avions écoles, on peut commencer à toucher un petit peu du doigt ce genre de machines, là, ce qu'on appelle donc les monoplaces de compétition. Et à partir de là, on peut prétendre aller faire des championnats internationaux quand on a la chance de pouvoir être sélectionné dans une des 2 équipes françaises. Ça ressemble à un avion assez classique finalement. Il y a un moteur, un cockpit, des ailes, etc. C'est un avion. C'est un avion, mais ce sont quand même des avions exacerbés. Oui, absolument. On a grossi tout ce qui nous intéressait. C'est-à-dire qu'on a pris un gros moteur, on a mis des grosses gouvernes pour que l'avion soit parfaitement maniable dans toutes les positions. Et puis on a essayé de l'alléger au maximum parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un bon rapport poids-puissance, ce qui est moins recherché dans les avions plus traditionnels. Pour en arriver là, il faut faire certainement pas mal de sacrifices. Absolument. C'est un milieu de non-professionnels, exception faite de l'équipe militaire et de 1 ou 2 membres de l'équipe française actuelle. Donc pour tout le monde, ça représente des congés sacrifiés, ça représente souvent du congé sans solde et un investissement financier important et une vie de famille parfois compliquée, oui c'est vrai. À titre d'exemple, 1 heure de vol sur un monoplace de compétition comme ça, si on doit la facturer, ça coûte combien? Si on doit la facturer à quelqu'un, c'est à peu près 800 € de l'heure. On dit en général que pour s'approprier une machine de ce type-là, il nous faut environ 3 saisons, ce qui représente entre 40 et 50 heures de vol. Et en échange de ça, on a quoi? Eh bien, comme dans tous les milieux compétitifs, on se fixe des objectifs, chacun se fixe un objectif. Et quand on arrive à réaliser l'objectif que l'on s'est fixé, c'est une grande satisfaction, à la fois pour soi et à la fois pour ceux qui participent à l'entraînement. Parce qu'il y a une petite particularité dans ce sport, c'est que c'est un sport très individualiste, mais d'équipe. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas se préparer tout seul. Même si au moment de faire le vol, on est seul face aux éléments et aux juges, eh bien, il faut toute une équipe autour, des mécaniciens, des entraîneurs, des collègues pour se préparer. C'est une petite particularité. Et là, dans le cas particulier de cette équipe, c'est une véritable écurie. C'est vrai qu'on a même un motorhome maintenant, donc c'est vrai que ça fait un petit peu écurie. On est obligé de développer ce sport parce que pour pouvoir se permettre des machines de ce type-là, avec des coûts qui deviennent quand même assez importants, il nous faut des sponsors. Et pour attirer ces sponsors, il faut rendre ce sport visible, médiatique, attirant. Et l'objectif final, c'est quoi donc ? Le premier objectif, c'est de se faire plaisir. Ça reste pour nous un loisir, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose d'extrêmement important. Les compétiteurs, parce qu'on est tous des compétiteurs, bien sûr, c'est de gagner. De toute façon, voilà, il n'y a pas de secret, on a tous envie de gagner. Pour monter sur la plus haute marche du podium, ça c'est très important pour nous, parce que sinon, le dépassement de nous, il est là, hein, c'est notre objectif à tous. Mais il n'y a qu'une place tous les ans, donc il faut essayer de se l'approprier. Donc c'est une bataille permanente. Sous la main, on a le champion du monde, la championne du monde, ils sont français. Ça aide quelque part. Ce sont des gens qui nous aident, parce qu'ils sont champions du monde, oui, et ça reste avant tout des pilotes, des amis ou des gens que l'on connaît et qui vont venir entraîner des gens qui sont plus jeunes, moins expérimentés qu'eux dans les différentes catégories, et vont pouvoir transmettre leur passion et leur savoir et quelques-uns de leurs petits secrets, probablement pas tous, mais qui leur ont permis d'accéder aux plus hautes marches. Thomas appartient à la même écurie qu'Olivier Mazurel, qui a remporté la victoire lors des Jeux mondiaux de l'air, équivalent des JO pour les sports aériens, tenus en 2015 à Dubaï. À la tête de cette écurie, il y a ce pilote. François Dubreuil appartient à l'une des grandes dynasties aéronautiques françaises de la fin du XXe siècle et il compte bien écrire sa part de l'histoire aéronautique du XXIe siècle. Les Dubreuil ont créé des compagnies aériennes, François et son frère sont pilotes de ligne, et dans les rêves de François, il y avait une écurie de voltige équivalente à ce qui existe en sport automobile.
Alors, avec une petite équipe, il a fondé Top Gun Voltige, dont l'ambition est de participer à fournir à la France les meilleurs compétiteurs du monde. Gérer une écurie, c'est maîtriser l'art de la communication, la gestion, la stratégie. Mais c'est aussi de l'aviation, des avions, du pilotage et des humains, sans perdre ses racines. Voilà, à Roche-sur-Yon, on a de l'aviation d'affaires et puis on a beaucoup d'aviation sportive avec un club de planeurs qui tourne bien et puis une équipe de voltige qui est quand même au top. La partie la plus passionnante et prenante, c'est la compétition parce que là, on a une belle équipe avec 10 pilotes qui étaient engagés au championnat de France. Là, on sort des bons résultats, donc maintenant, c'est les championnats d'Europe, c'est les championnats du monde. Comment on choisit, par exemple, des jeunes pilotes à qui on va mettre le pied à l'étrier sur des avions de ce niveau-là? Moi, ce que je recherche, c'est des gens avec un gros potentiel, c'est des futurs champions du monde. Je veux des gens qui en veulent, mais qui ont aussi des vraies valeurs sportives, humaines, ça c'est très important. Dans un autre domaine, le fait de continuer à voler en voltige, pour toi, c'est pour le plaisir, c'est pour le sport, c'est pour quand même, parce qu'il y a le virus, quoi. Je pense que c'est important de garder un pied dedans pour savoir de quoi on parle quand même. Donc c'est un sport qui est difficile, qui évolue vite. Et donc de garder un petit pied en compétition, je trouve que c'est important. Et puis c'est vrai que c'est un vrai plaisir de se confronter à quelques vieux pilotes inoxydables. Pour dominer la voltige mondiale, il ne suffit pas d'avoir des pilotes, des avions, une énorme expérience héritée du passé et des traditions. Il faut des patrons, ce qu'aujourd'hui on préfère appeler des coachs. L'équipe de France moderne a ainsi été dirigée par des gens comme Jean Ekem ou Coco Bessière, lui-même champion du monde. Mais en 2015 et aujourd'hui, le boss est encore un pilote de ligne, lui-même ancien champion du monde, Éric Vazeille. Éric vole avec une élégante souplesse qui tient du miracle et pour certains, il appartient au groupe minuscule des références universelles. Une fois qu'on a été champion du monde, on relativise vachement le titre, en fait, ce qu'on a cherché à avoir pendant des années, ce qu'on a rêvé d'avoir. Et ben voilà, on l'a eu, et puis on fait, ben voilà, je l'ai eu. Et alors et on est très content, mais c'est de la satisfaction purement personnelle. Et le fait d'être arrivé au sommet de cette pyramide, on regarde autour, on voit le paysage et on voit quoi? Si on relativise vraiment, on sait que ça a été à un moment donné. On a bénéficié de conditions, du mental, de l'avion, de toute cette combinaison de choses qui a fait qu'on a pu être champion du monde à ce moment-là, mais que pour le renouveler, ça ne va pas être du 100% garanti. Oui, mais pourtant, il y a quelque chose qu'il faut bien constater, c'est que l'équipe de France de voltige moderne, on va dire, des temps modernes de l'époque des monoplans, en gros, depuis la fin des années 80, elle récidive régulièrement, elle produit des champions, des championnes, et avec une régularité qui est presque inquiétante pour les autres. Quand ils arrivent en équipe de France, moi j'ai la possibilité d'avoir des gens qui sont au top niveau. Et on est là pour ajuster, pour aider, pour mettre en confiance, pour mettre la pointe finale à tout ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est la force de la France. La force de la France, c'est les clubs, une fédération qui se tourne aussi vers ces clubs. Et on a un avion, le Cap 10, qui est toujours un avion, qui est un très bon avion école, qui est difficile pour ce qu'on lui demande de faire. Et donc, il faut avoir une finesse de pilotage. Et cette finesse de pilotage, on la retrouve à haut niveau. Qu'est-ce que ça fait quand finalement, un seul coup, on dit, ben voilà, tu vas prendre en main l'équipe de France avec sa tradition, son passé, ses victoires d'autrefois, ses listes de champions du monde grandes comme ça, c'est lourd? Ça, c'est une grosse responsabilité. Là, on est dedans. Et l'équipe de France, pour l'avoir vécu de l'intérieur, je sais comment ça fonctionne. Et je sais à peu près, je connais les problèmes. Et obligatoirement, c'est lourd. C'est lourd de résultats, c'est lourd de personnalité. Les précédents entraîneurs avaient des grosses personnalités. Donc il fallait pouvoir s'affirmer sans changer les choses parce qu'elles fonctionnent. Donc ça ne sert à rien de tout changer. Et essayer de faire des petits réglages. Et voilà, il y a certaines choses à laquelle je tenais et que j'ai mis en place. Là, une certaine souplesse dans l'entraînement, un temps d'entraînement pas imposé, mais plutôt à la carte pour le pilote. Il y a des pilotes qui peuvent voler 20 minutes,
qui sont bien s'ils volent 20 minutes dans un créneau, d'autres au bout de 12 minutes, et c'est à peu près la moyenne 12 minutes. Au bout de 12 minutes de voltige pur, le pilote est fatigué. J'ai toujours un objectif, j'en parle souvent, hein, mais c'est d'essayer de mettre le maximum de pilotes dans le top 10, parce que je me dis, même celui qui est premier ou dans les 3 premiers peut faire une erreur, et comme on vise aussi et surtout une médaille d'or par équipe, eh ben, il faut que derrière ça suive. Pendant la compétition, la personnalité de chacun, de chaque pilote joue, parce qu'il y en a qui ont besoin de parler, il y en a qui ont besoin de rien entendre, il y en a qui ont besoin de grands silences. Ça les rassure plus que des mots qui vont être inutiles parce que ça va plus les stresser de leur dire t'inquiète pas, tout va bien, hein, ça va bien se passer. Et dans la compétition, on est dans la sensation, dans l'émotion, dans la performance, et il y a des moments où il faut arrêter de penser. Fly et enjoy, et puis voilà, fais-toi plaisir. Faut se faire plaisir. Exactement. La voltige est indissociable du meeting aérien. Mais en meeting, on présente un spectacle. Et la Fédération française aéronautique, la FFA, a décidé que désormais en France, la voltige de compétition irait de pair avec le spectacle aérien. Car c'est ainsi qu'on amène le grand public et ce qui va avec, c'est-à-dire les médias, sur les aérodromes. Depuis 2011, nous avons à la Fédération décidé non seulement de continuer à gérer et à réussir les championnats, mais en plus à attirer et à faire partager au grand public ces championnats. Quand on va dans des endroits où ils ne sont pas blasés, où ils ne sont pas habitués, ça attire le public parce que c'est l'événement qui se passe. Le nombre de pratiquants de disciplines aéronautiques en France représente quoi? Alors dans l'associatif, nous sommes au titre du CNFAS, 140 000 licenciés sur l'ensemble du territoire. Ce qui fait que la France est de loin la première nation européenne pour les sports aériens et pour la pratique de toutes ces disciplines. Nous approchons les 45% du nombre de pilotes privés de l'Europe entière, de l'Europe des 28. La France, berceau de l'aviation, est vraiment la nation aéronautique par excellence. Est-ce que vous voyez une liaison mécanique, je dirais, entre le fait que la France soit le premier pays européen en matière de pratique aéronautique et le fait que l'industrie aérospatiale française soit finalement la seconde au monde après les États-Unis? Alors, je crois qu'il y a une liaison. Est-elle directe? Je ne sais pas, mais l'esprit aéronautique, que ce soit dans l'industrie aéronautique, que ce soit dans l'aviation commerciale ou que ce soit dans l'aviation associative, l'aviation de loisirs et sportive, a un sens et fait des émules l'un ou l'autre. Quand on reçoit dans les aéroclubs des jeunes qui ont fait le BIA, qui sont venus en meeting, qui sont venus parce qu'ils ont poussé la porte d'un aéroclub lors d'une journée
portes ouvertes, ça leur donne des idées, ça les oriente, soit vers des carrières civiles, militaires, ou dans la construction aéronautique, dans l'industrie aéronautique certainement. Pour les jeunes, la fédération donne des bourses au BIA, au brevet de base, au brevet de pilote privé, et ça facilite. Le prix d'un brevet de pilote aujourd'hui est le prix d'une mobilette pour un jeune qui veut se lancer. On domine les sports aériens mondiaux, et ça, je crois que c'est grâce à l'excellence de l'école de pilotage dans les aéroclubs dont sont issus la plupart des pilotes champions du monde. Même les militaires ont commencé en aéroclub. Pour revenir justement aux basiques et aux chiffres, il y a combien d'aéroclubs actuellement au sein de la fédération ? 600 aéroclubs qui regroupent 42 000 licenciés et qui font, mine de rien, en 600 000 heures de vol par an. C'est pas une petite compagnie aérienne, c'est la plus grosse école de pilotage d'Europe. Il n'y a pas de désert aéronautique, on peut toujours trouver un aéroclub à moins de 30 km de chez soi en France. Cette année, c'était un championnat national. On est quand même impressionné du niveau à la fois technique et sportif que ça représente. Non seulement impressionné, il y a eu 42 candidats pour les championnats, 42 compétiteurs, ce qui est une très bonne chose, et surtout beaucoup de jeunes. Et derrière, quand on voit les interrégionaux, on a énormément également de compétiteurs, ce qui veut dire que la relève est assurée. Quand on prend dans les championnats du monde l'équipe de Russie, ce sont des pilotes extraordinaires, mais d'un certain âge. Et derrière, il n'y a pas beaucoup de jeunes. L'équipe de France et tous les niveaux en France montrent la relève est là, ça pousse derrière. Donc je pense qu'on détiendra encore les titres pendant quelques années. Est-ce que le système associatif français est mis en cause ou est-ce qu'il vit des moments difficiles ? On a eu avec l'Agence européenne de sécurité aéronautique, le EASA, qui frappe les cieux d'alignement, comme aurait dit Brassens, qui réglemente, qui fait une réglementation commune et qui peut être, comme la langue d'Ésope, la pire ou la meilleure des choses. Alors, il y a des choses où ça nous améliore, mais il y en a d'autres où, justement, comme elle était dominée pas mal par les anglo-saxons, qui sont très forts en lobbying, ils voulaient nous imposer des règles à vocation commerciale, c'est-à-dire qu'il n'était d'aviation que d'aviation commerciale. L'associatif ne connaît pas. Et quand on pense que dans les débats, Malte ou Chypre, où il doit y avoir 5 pilotes privés, encore je ne sais pas s'ils sont, pesaient autant dans les votes que la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, quelquefois on prenait des coups de sang. On est arrivé à faire bouger les lignes, mais au début c'était mal barré. Grâce à quelqu'un à qui je veux rendre hommage, c'est Patrick Kiel, directeur exécutif de l'EASA, qui a créé la feuille de route aviation générale en disant si on continue comme ça, on va dans le mur, on casse l'aviation générale en Europe. Grâce à son implication avec Dominique Roland, qui est chef du projet GA Roadmap, on a une nouvelle approche qui gère l'aviation en général à part, et non pas comme décalqué de la grande aviation. C'est comme si on appliquait aux voiliers la règle des pétroliers. Heureusement, les temps ont changé, mais il y a l'inertie européenne, le temps que ça arrive, ça met 2 à 4 ans. Je voudrais terminer sur cette phrase que prononce l'aéroclub de Nancy quand ils font parce que je la trouve formidable, venez voler chez nous et vous comprendrez pourquoi les oiseaux chantent. Je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose qui se transmet. Moi, j'ai pris. Maintenant, il faut transmettre.